L'invité de la matinale sur NC Première. Philippe Gomès donc est notre invité aujourd'hui. Le député sortant de Calédonie Ensemble se présente aux législatives dans la seconde circonscription, la première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Gomès. Bonjour. Lorsque l'on se présente à sa propre succession, on table forcément sur son bilan ? Écoutez, en tout cas, j'aimerais bien tabler sur le mien. Ce serait déjà pas mal. J'ai été classé par le magazine Capital premier député ultramarin. Donc c'est quand même un motif de satisfaction, d'autant plus que on sollicite la confiance des Calédoniens, on sollicite la confiance du peuple quand on se présente. Et 5 années après, quand on vous dit que vous avez bien travaillé, que vous êtes bien noté, bien sûr, c'est un motif de satisfaction. J'ai fait près de 1000 interventions. En 5 ans, 80% de ces interventions concernent des dossiers calédoniens, c'est centre pénitentiaire de Koné, le barrage de Pointe-Boute, les lycées, l'autorité de la concurrence, la SLN, enfin, etc., etc. Et bien sûr, voilà, moi je suis... Un bilan forcément critiqué par vos adversaires. Pour eux, vous n'en avez pas fait assez, vous ne faites pas assez. Je ne sais pas qui l'a critiqué, mon bilan. Dans cette campagne, beaucoup de choses sont critiquées me concernant, mais en ce qui concerne mon bilan, j'ai pas entendu de critique. Donc, c'est peut-être la seule chose qui échappe à la critique, c'est que, indépendamment du jugement qu'on porte sur ma ligne politique ou sur d'autres choses, en ce qui concerne le bilan, je trouve que cette campagne, elle a été plutôt respectueuse du travail effectué. Tant mieux, c'est un travail pour les Calédoniens et c'est tout le pays qui en a bénéficié. Donc non, je crois que le bilan est resté à l'égard des polémiques, ce qui est une bonne chose. La défiscalisation, un dossier que vous avez défendu, prolongation jusqu'en 2025. Est-ce que ce n'est pas aussi une roue de secours, une défiscalisation, une aide temporaire ? Comment aider, Philippe Gomès, les entreprises et donc l'emploi dans la durée ? Non, c'est pas une roue de secours, c'est un élément essentiel. S'il n'y avait pas de défiscalisation aujourd'hui, probablement que 80% des investissements productifs qui sont réalisés dans notre pays ne le seraient pas, ou que 50% des programmes de logements sociaux ne verraient pas le jour. C'est vraiment un outil majeur et qui en plus était menacé au cours de la législature, puisque la deadline pour bénéficier du dispositif, c'était 2017, ce qui se surajoutait en ce qui nous concerne à une deadline politique qui était le référendum de 2018. Donc j'ai déposé un amendement et la défiscalisation a été repoussée en 2025 contre l'avis du gouvernement d'ailleurs qui s'y était opposé. Après sur votre question, quels sont les autres outils ? Il y en a bien d'autres pour aider les entreprises à se développer. Pour ce qui concerne l'État, n'oublions pas qu'on est dans une élection législative et qu'on parle des compétences de l'État. C'est l'installation de la Banque publique d'investissement en Nouvelle-Calédonie. Certains produits sont à disposition. D'ici la fin de l'année, l'ensemble des produits devraient être à disposition. Et il y a notamment des produits financiers qui aident au financement des crédits à court terme des entreprises, des besoins de trésorerie des entreprises, qui sont extrêmement utiles. Et puis un autre combat, mais ça c'est un combat à mener pour la législature qui vient, c'est le combat des taux d'intérêt. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des taux d'intérêt qui sont 50% à 200% plus élevés qu'ils ne le sont en métropole. Donc ça pèse sur la trésorerie des entreprises, sur les investissements des entreprises. Et là, il va falloir agir pour que le différentiel de taux avec la métropole soit moindre qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Ça sera un travail complémentaire à celui que j'ai effectué sur les frais bancaires, puisqu'en 2020, comme vous le savez, l'ensemble des frais bancaires calédoniens seront alignés sur les frais bancaires métropolitains. Un combat que vous avez mené effectivement dans le projet Égalité réelle. C'est ça. L'économie, il faut sortir du tourniquet, tout le monde s'accorde à le dire, sans oublier de soutenir le secteur, un secteur qui a du mal à sortir de la crise. La filiale d'Eramet a publié son résultat net 2016, moins 17 milliards de francs, une amélioration par rapport à 2015, mais c'est quand même un résultat déficitaire. Quand le nickel va mal, tout va mal en Nouvelle-Calédonie. 20 000 emplois sur les 90 000 emplois calédoniens dépendent directement, indirectement ou de manière induite du secteur du nickel. Donc, si jamais une usine venait à fermer, ce serait un tsunami politique et économique pour notre pays. Et je dirais, on n'est pas passé loin du tsunami en 2015. La conjoncture s'était retournée. La SLN a perdu quasiment 36 milliards cette année-là. Et il a fallu que l'État intervienne. Et j'ai beaucoup œuvré pour, en concertation avec les syndicats de l'entreprise, et puis en tant qu'administrateur d'Eramet, faire en sorte que l'État soit au rendez-vous de notre entreprise, puisque elle ne pouvait pas passer le cap toute seule, les 100 milliards de dividendes qu'elle avait dans les caisses ayant été distribués. Alors, est-ce que, le travail qui a été effectué sur la SLN, comme celui qui a été effectué sur Vallée, qui a aussi obtenu près de 24 milliards de francs CFP, ou celui qui a été effectué sur l'usine du Nord, rappelons que la défiscalisation a été reportée
exporter pour l'usine du Nord pour pas qu'elle perde un avantage fiscal. Est-ce que ce travail est terminé ? Sûrement pas. Il faut que les Calédoniens le sachent. La conjoncture est extrêmement négative. On est quasiment à 9 000 $ la tonne aujourd'hui. Ça fait 4,1 $ la livre de nickel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui à un prix d'achat du minerai qui est 20% à 30% moins élevé que le prix de revient de nos usines, qu'il s'agisse de la SLN, qu'il s'agisse de Cognambo, qu'il s'agisse de Vallée. On est pessimiste, Philippe Gomez. Est-ce qu'on doit continuer toujours à s'appuyer sur le nickel ? On doit d'abord faire en sorte que nos entreprises deviennent plus compétitives. C'est ce qui a été engagé par la SLN. Vous savez qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, elle était quasiment à 6 $ la livre et que d'ici la fin de l'année, elle devrait arriver à 4,5 $. C'est ce qui a été engagé par Vallée avec des efforts énormes qui ont été faits d'ailleurs aussi bien par le personnel que par la sous-traitance. Et c'est ce qui est engagé par Cognambo. Donc toutes les usines calédoniennes sont dans la même dynamique, réduire les coûts, ce qui bien sûr nécessite des efforts de la part du personnel, des efforts de la part de la sous-traitance, de façon à aboutir à un prix de revient qui soit compatible avec le prix du marché. Or, le prix du marché est bas et probablement pour un certain temps. On pourra toujours être compétitif face à ces usines à bas coût, d'Indonésie, de Chine, etc. C'est une question de survie pour une filière qui est stratégique pour notre pays. C'est une question de survie pour 20 000 familles calédoniennes qui dépendent du secteur du nickel. On n'a pas le choix. Ah non, on n'a pas le choix, on a zéro choix, on va pas fermer une usine en disant tant pis, on n'est pas compétitif. On va se battre, et il faut que tout le monde se batte, et c'est déjà le cas, les autorités locales, l'État, les syndicats, le personnel, les sous-traitants, de façon à ce qu'on puisse rester compétitif. On a peut-être été un peu lent par rapport à une conjoncture qui a été pendant de nombreuses années, vous savez, très positive, donc plus personne ne se posait de questions. Certains même parlaient d'une rente nickel. En clair, pour financer Kanaki, il suffisait d'attendre sous la goulotte, et puis on finançait les compétences régaliennes de cette manière-là. Bon, je crois que la crise a peut-être cet effet salutaire, c'est il n'y a pas de rente nickel, ça crée de l'activité et de l'emploi, mais c'est pas garanti à vie, et c'est pas avec ça qu'on va financer les compétences régaliennes. Certains pourraient dire qu'on a pris du temps justement pour se rendre compte, qu'on a attendu que la crise s'installe. Non, je dis pas le contraire. Il y a surtout de très 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 grosses bêtises, énormes bêtises qui ont été effectuées. Je rappelle que dans les caisses de la SLN, il y avait en 2012 et 2013 100 milliards de francs CFP, qui étaient le résultat de la décennie écoulée en termes de résultats, et que ces 100 milliards de francs CFP, au lieu d'être conservés pour justement aborder les périodes un petit peu difficiles, ils ont été distribués par Eramet à l'initiative de l'État et des Duval. Et on en paye toujours le prix, c'est-à-dire au lieu d'avoir un matelas qui nous permette de passer les temps difficiles, mais on se retrouve, comme en 2015, à tendre la sébille à l'État pour dire mettez la pièce, autrement on va mourir. Au conseil d'administration d'Eramet, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? Qu'est-ce que je fais ? Vous savez, d'abord, j'ai secoué le cocotier, comme on dit au plan local, de façon à ce qu'on ne laisse pas tomber la SLN. Moi, je dis qu'au dernier conseil d'administration d'Eramet de l'année 2015, la question de la survie de la SLN a été posée. Pourquoi ? Parce que le trou d'eau était tel cette année-là que le groupe a considéré que la filiale SLN pouvait faire couler le groupe. Donc on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et il a fallu un sursaut collectif. Et je tiens à le dire parce que c'est pas, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en l'espèce, il y a quelqu'un qui pour nous a été décisif. C'est pas à la mode de le dire, mais je vais le dire parce qu'on lui doit beaucoup. La Calédonie lui doit beaucoup. C'est Manuel Valls. Si Manuel Valls, le Premier ministre, à ce moment-là que j'avais on va encore vous taxer de socialiste. Oui, non, mais moi, peu importe moi la couleur politique de la personne qui exerce le pouvoir. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait pour mon pays. C'est avant tout ce qui compte. Et Manuel Valls, quand le dossier calédonien lui a été porté, quand je suis intervenu auprès de lui, il est clair qu'il a donné les instructions nécessaires aux représentants de l'État au sein d'Eramet et à Bercy pour que l'entreprise soit accompagnée. C'est comme ça qu'on a obtenu le prêt de 24 milliards d'une part, c'est comme ça que Vallée a obtenu son prêt de 24 milliards d'autre part, et c'est comme ça qu'on a obtenu la garantie pour la réalisation de la centrale électrique qui est nécessaire pour la SLN, garantie de l'État qui va permettre au pays de la financer. Donc non, vous savez, peu importe la couleur politique, moi je dis ça souvent, on n'est pas prisonnier d'une couleur politique. Ce qui compte, c'est qui nous aide au moment où on en a besoin. Et là, en l'espèce, le Premier ministre a été au rendez-vous. Donc même si c'est pas à la mode, et même s'il a de graves difficultés en France métropolitaine, moi je tiens à le dire aux Calédoniens. Philippe Gomez, on parlait de votre bilan tout à l'heure. Est-ce que vous vous dites que vous auriez pu faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Ou alors, est-ce qu'il y a une autocritique ?
Oui, enfin moi il y a plusieurs dossiers que j'ai pas fait aboutir. Donc par exemple, je portais un dossier qui était l'ouverture de nouvelles radios en Nouvelle-Calédonie, puisque comme vous le savez, il y a 5 radios pour solde de tout compte, ce qui nous classe à peu près au même rang que la Corée du Nord. Donc on pouvait le cas échéant faire un effort en termes de pluralisme de l'information dans notre pays. J'ai fait une dizaine de rendez-vous au Conseil supérieur de l'audiovisuel, plusieurs démarches. Bon, force est de constater que je me suis heurté à un mur. Il considère que le schéma radiophonique de 1988 doit s'appliquer pour les siècles des siècles et qu'on ne doit pas ouvrir de nouveaux espaces. On pourra en reparler puisque... voilà un dossier sur lequel j'ai échoué, vous voyez, donc, et il y a des marges de progression à tous les étages. Donc non. Ouais. Entre parenthèses, on va fêter bientôt les 80 ans de la radio, donc on pourra en parler. Philippe Gomez. C'est une très vieille dame. Exactement.